le moment du débat politique et c'est Marion Maréchal qui nous rejoint, députée européenne et présidente du parti Identité et Liberté. Bonsoir Marion Maréchal, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors c'est la règle, vous interpellez Marine Tondelier sur le thème que vous, le ou les thèmes, on va essayer de faire 2 thèmes même si on démarre un peu en retard, que vous avez souhaité, que vous avez choisi. Sur quoi souhaitez-vous ouvrir le débat ? Tout à fait. Bonsoir madame, merci beaucoup d'avoir accepté ce débat. Je suis heureuse de débattre avec vous parce que j'ai lu dans votre livre que vous n'aimiez pas les clashs et les punchlines. C'est pas mon cas non plus, donc voilà, on va tâcher d'avoir un débat de fond. On espère. Et constructif, bien qu'il y a peut-être une chose sur laquelle on va s'accorder ce soir, c'est que nous avons 2 visions du monde très opposées sur une grande majorité des sujets et sur, je le confirme, me semble-t-il. Voilà, donc nous commençons par être d'accord. Ça ne doit peut-être pas durer. Et un sujet qui me semble très important, qui inquiète beaucoup de Français, hein, sondage après sondage, mais qui ne semble pas beaucoup vous inquiéter, vous, ou du moins dont nous n'avons pas la même lecture. Et je rebondis sur une affaire récente qui a fait beaucoup parler, qui est, vous savez, cette affaire du voilement des fillettes à l'Assemblée nationale. Qui a été d'ailleurs levée par un de nos 3 députés, Eddy Casterman, et sur laquelle vous avez vivement réagi en disant à l'époque lâchez la grappe aux femmes. Aux musulmans aussi. Aux femmes, et oui. Et alors aux femmes musulmanes encore voilà, plus. En parlant en effet d'islamophobie et voilà. Bon, sachant que moi je considère que lâcher la grappe aux femmes en question, enfin c'est pas des femmes d'ailleurs, ce sont des jeunes filles en l'occurrence, c'est surtout lâcher la grappe aux islamistes. Vous êtes d'ailleurs, vous avez justifié cette position derrière en expliquant que le règlement de l'Assemblée nationale permettait finalement ce voilement des jeunes filles. Donc moi j'ai une question simple. Vous savez qu'en ce moment, il y a comment dire, la possibilité et le projet de revoir ce règlement de l'Assemblée nationale pour empêcher à l'avenir que ce type de provocation islamiste puisse de nouveau avoir lieu en interdisant donc les signes ostentatoires au sein de ce temple de la démocratie qu'est notre Assemblée nationale. Est-ce que vous soutiendrez cette proposition ou est-ce que vous restez finalement sur votre proposition initiale qui consiste à dire que voiler les petites filles, finalement c'est un acte qui peut être justifié et qui ne doit pas susciter d'indignation? Bah écoutez, vous ne serez pas surprise d'entendre que je ne suis absolument pas d'accord avec votre manière de présenter les choses et même je dirais plus, je la trouve dangereuse. Vous venez de faire quelque chose de très très grave qui doit cesser dans ce pays et d'autant plus pour quelqu'un qui se projette dans des hautes fonctions politiques. Vous venez de mélanger le fait d'être musulman, d'avoir comme religion l'islam et l'islamisme. L'islamisme c'est quoi? Les mots ont un sens. L'islamisme c'est pas une religion, c'est utiliser une religion pour promouvoir un projet politique. C'est pas, tous les musulmans ne sont pas islamistes. Toutes les personnes qui portent le voile ne sont pas islamistes. Ou alors vous considérez que porter une kippa ou un symbole religieux, comme je vois que vous en avez un autour du cou, c'est être, c'est promouvoir l'obscurantisme et vouloir prendre le contrôle politique sur ce pays au nom de votre religion. Et alors là, on a un problème. Moi, je suis, voyez-vous, pour la laïcité. Rien de plus, rien de moins. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité dans cette loi de 1905? Ça veut dire que dans ce pays, les gens ont le droit de croire, de ne pas croire, en ce qu'ils veulent ou en rien, mais que l'État doit être neutre vis-à-vis de ces religions. Donc cette loi, elle fixe très clairement des choses qui sont autorisées et des choses qui sont interdites. Et si ces petites filles étaient en tribune ce jour-là à l'Assemblée nationale voilées, c'est que, alors je ne sais pas quel âge elles avaient, voilà, moi je reviendrai là-dessus plus tard, mais premièrement, elles sont dans une école, 11 ans ou 12 ans. Elles sont dans une école privée. Musulmanes. Donc elles ont le droit de porter le voile dans leur cadre scolaire. Et elles sont invitées à l'Assemblée nationale. Si elles arrivent là en tribune, voilà, c'est que c'est autorisé par le règlement national qui, à l'époque, demandait d'enlever les couvre-chefs par respect, mais qui n'a jamais formellement interdit les signes religieux. Moi, je suis pour qu'on applique la loi et les règlements. Si le règlement ne l'interdit pas et qu'elle se retrouve là, je trouve extrêmement dangereux et irrespectueux et malaisant et gênant de stigmatiser. Vous dites elles ont 11-12 ans et vous trouvez normal qu'un député de votre camp à des fillettes qui sont en voyage scolaire que des mamans et des professeurs ont emmené là pour découvrir ce que c'est que la République, ce que c'est qu'un débat, on les pointe du doigt, on les prenne en photo depuis l'hémicycle des élus de la République.
pour les livrer en pâture, en photo, dans tous les journaux de ce pays et en boucle sur CNews, en disant honte à elle, honte à elle, honte à elle. Alors, réponse vous parlez de Marion Maréchal. Je vais vous répondre. Mais là, c'est un débat quand même. Oui, mais c'est l'entrise politique, mais en fait, donc les gens n'ont plus le droit d'être en tribune. Donc du coup, après, vous dites sinon, c'est un meeting et je vais pas souvent aux meetings des écologistes. Non, mais sauf que vous, en fait, vous voulez pas l'entrisme. Si elles viennent plus en tribune, vous allez dire c'est du séparatisme. Madame Tondelier. Et donc vous n'êtes contre l'entrisme, contre le séparatisme. La parole circule. Les musulmans qui font rien, vous dites c'est de l'entredeutisme, ça ne va pas non plus. Donc oui, lâchez la grappe aux musulmans et à tout le monde. Madame Tondelier, puisque vous y avez fait allusion, je vais vous répondre là-dessus. En l'occurrence, vous avez raison, je porte une croix et une médaille de baptême autour du cou. Vous voyez la grande différence entre cette croix et cette médaille de baptême avec le voile, c'est qu'il n'y a pas dans le monde des femmes ou des jeunes filles qui sont discriminées, condamnées, voire tuées parce qu'elles refusent de porter une croix ou une médaille de baptême. C'est le cas en revanche pour le voile, figurez-vous, dans un certain nombre de pays. Donc c'est déjà la dimension, pardonnez-moi, mais symbolique et politique du voile n'est pas tout à fait la même. Deuxième chose, je me permets de le dire quand même, c'est que, en l'occurrence, ces signes religieux font référence à une religion, la religion catholique, chrétienne, qui, que ça vous plaise ou non d'ailleurs, est aujourd'hui dans son espace géographique et culturel, parce que l'histoire en a voulu ainsi, contrairement à l'islam, qui est une religion importée et qui, à ce titre, doit, me semble-t-il, justement se plier à cette dimension identitaire chrétienne qui est la nôtre et qui doit permettre qu'on puisse exprimer de manière culturelle cette identité chrétienne. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre manière de regarder ce port du voile. Déjà, parce que pourquoi ? Qu'est-ce que le voile ? Rappelons-le quand même, c'est le fait de dissimuler ses cheveux pour ne pas susciter le désir chez les hommes. Quelque chose d'extrêmement gênant, est-ce que vous puissiez justifier qu'on voile des jeunes filles de 10 à 11 ans parce qu'elles pourraient susciter le désir chez les hommes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous prenez cela sous l'angle, finalement, de la simple laïcité. Bon, je l'entends, c'est un des arguments qui est souvent avancé. Moi, j'ai envie de le prendre aussi sous la dimension précisément culturelle. J'ai 2 petites filles, figurez-vous, et je ne veux pas qu'elles évoluent dans un pays dans lequel le port du voile, aujourd'hui, est devenu quelque chose de commun, de courant, en envoyant finalement le signal que les femmes doivent être pudiques et se dissimuler précisément pour ne pas susciter les pulsions des hommes, comme si la responsabilité devait être portée sur elles. C'est une vision qui ne correspond pas à l'idée très française et très européenne, d'ailleurs, que je me fais de l'idée de l'homme et de la femme. Par ailleurs, vous dites je confonds 2 choses. Je ne crois pas confondre 2 choses. Vous savez... Pardon, pour nos téléspectateurs, confondre les musulmans et les islamistes. Vous avez raison. Vous venez de le faire d'ailleurs pour information. C'est compliqué, vous ne vous rendez pas compte. Je vais vous répondre sur le voile. Donc vous considérez que le voile c'est islamiste? Non, mais je vais vous répondre parce qu'il y a des chiffres qui sont très intéressants. Il y a eu quelques semaines de cela un sondage IFOP dont vous avez certainement entendu parler sur aujourd'hui l'état de la radicalité de la communauté musulmane en France. On découvre d'ailleurs que malheureusement les musulmans en France sont de plus en plus radicaux et plus ils sont jeunes et plus ils sont radicaux. Et 2 chiffres qui devraient vous interpeller. Chez les jeunes musulmanes, notamment, le port du voile a été multiplié par 3 en 20 ans. On est passé de 16 à 45% à peu près. Et dans le même temps, on découvre que 42% de ces jeunes musulmans ont de la sympathie pour au moins un courant islamiste. Comment vous pouvez, quand vous voyez ces 2 chiffres, ne pas corréler d'une certaine manière le fait que la pression islamiste, bien sûr, et la radicalité islamiste s'exprime par, j'ai envie de dire, justement, cette multiplication du port du voile comme un des symptômes, si je puis dire, finalement, de cet islamisme. Alors, ça me semble évident. Comment vous pouvez ne pas voir cela ? J'ai plein de choses à répondre, parce que vraiment, la manière dont vous présentez les choses me dépasse. Vous venez quand même de parler de religion importée. Oui, l'islam n'est pas une religion historique en France, mais importée avec l'immigration extra-européenne. En oubliant quand même une partie de l'histoire. C'est-à-dire que moi, dans le bassin minier où je vis, quand des personnes de confession musulmane sont arrivées, c'était quand même parce qu'on allait les chercher dans des villages. Une quarantaine d'années au mieux. En allant regarder juste sur la qualité de leurs dents, et en prenant ceux qui avaient des dents de bonne qualité, qui voulaient dire bonne constitution, et ceux qui ne parlaient pas français pour pas trop qu'ils s'indiquent, en les ramenant dans des mines de charbon, en les mettant au fond de la mine pour chauffer la France. Madame Tondelier, moi vous ne pouvez pas rentrer dans le discours anti-français qui consiste à dire que les Français sont des salauds, colons, esclavagistes. Et vous considérez que 40 ans plus tard, ils doivent... Alors, c'est Marine Tondelier qui s'exprime. Ce discours est insupportable. On a l'impression qu'on a importé des esclaves de force. Ce sont des Français, en l'occurrence des étrangers, qui sont venus travailler, qui ont été payés pour cela, qui ont été libres de repartir. Ils n'ont pas eu les mêmes droits que les autres. Ne présentez pas cela comme une forme de... Marine Tondelier. Avec 9 Français depuis tout à l'heure, ça se passe très bien, on n'est pas d'accord, mais on en parle sereinement. Et il faut que vous arriviez pour passer à l'invective, à la... Allez-y, c'est à vous la parole, Marine Tondelier. Non, c'est Marine Tondelier là qui vous répond. Je vous ai pas insulté, mais vous avez insulté. Je me sens insultée à travers les Français. Alors, elle vous répond. Marine Tondelier, c'est à vous. Vous racontez
n'importe quoi. D'ailleurs, vous venez encore de recommencer en prenant à une seule religion, ce qui est un problème. Et oui, l'IFOP, sur ce sujet-là, a raconté n'importe quoi. Ça a je considère qu'il y a une religion qui pose un problème en France, en l'occurrence. On a bien compris. Oui, je pense que beaucoup de Français l'ont compris. Et vous confondez Laissez répondre Marine Tondelier, s'il vous plaît. Les musulmans. Et à chaque fois que vous faites ça, vous mettez les musulmans de ce pays encore plus en difficulté, vous les stigmatisez, vous les pointez du doigt, et je veux que vous compreniez ce que ça veut dire aujourd'hui d'être musulman dans ce pays quand vous avez des femmes politiques comme vous qui dites cela. Et à chaque fois quels musulmans se sentent... Laissez finir Marine Tondelier. Vous me trouverez sur votre chemin tout le temps. Parce que je ne supporte pas ça, ces amalgames qui clivent cette société, parce que vous ne fonctionnez en fait que par la peur. Le seul argument électoral que vous avez, c'est fait peur aux gens et de monter les gens les uns contre les autres. Pardon Marine Tondelier, Marion Maréchal dit pression islamiste en augmentation. Pression islamiste en augmentation. Sur les chiffres que donne Madame Maréchal, c'est Marion Maréchal que vous appelez maintenant. J'ai toujours un doute que je ne vous appelle pas par le bon nom. Mais ça vous fait plaisir de m'appeler Madame Maréchal Le Pen, ça ne me dérange pas non plus. Si c'est ça, je vais vous appeler comme ça. Parce que je sais que ça suscite quelque chose en vous. Sur le fond. Sur le fond. Sur le fond. Le détail de l'histoire, j'aimerais savoir si vous condamnez ces propos. À ce propos, je ne vous ai jamais entendu le faire. Excusez-moi, madame, mais pour quelqu'un qui fait des bisous quand même à Salah Hamouri, qui a appelé au meurtre finalement du grand rabbin d'Israël, je trouve que vous êtes assez mal placé pour me faire des leçons sur le sujet. Non, parce que en l'occurrence, je veux bien que vous me fassiez la leçon là-dessus, mais en l'occurrence, vous savez, j'ai été invitée en Israël l'année dernière dans le cadre d'une conférence sur la lutte contre l'antisémitisme. Je crois que ça ne pourrait pas vous arriver, ou du moins peut-être seriez-vous invité par l'autre camp, celui du Hamas, éventuellement. Marine Tondelier. C'est une question à laquelle vous refusez de répondre, et je veux que tous les téléspectateurs entendent que vous refusez de répondre à cette question. Je refuse de répondre à une femme. D'autres l'ont fait. Je refuse de répondre à une femme qui s'est assise à côté. Elle répond. Non, là vous marchez les unes sur les autres. Qui s'est assis à côté du rappeur. La réponse, regardez. Non, mais s'il vous plaît, Marine Tondelier. Vous répondrez après. Vous réagirez après. Allez-y, Marion Maréchal. À la leçon de morale d'une femme. S'il vous plaît. Qui s'est assise. Quand elle dit je ne répondrai pas. Elle explique pourquoi elle ne répond pas. Elle explique pourquoi elle ne répond pas. Je pense qu'on a dit qu'elle ne répond pas. Pardon, Marine Tondelier, on a compris qu'elle ne répondait pas. Qu'elle ne voulait pas répondre. Tout le monde l'a entendu. Mal à l'aise. Vous ne répondrez pas. Vous savez pourquoi? Non, mais on a compris qu'elle ne répondait pas. Donc passons à la suite. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'est assise. Madame Tondelier, vous vous êtes assis à côté du rappeur Médine, lié aux frères musulmans, qui s'est exposé avec Annie Ramadan, fondateur lui-même des frères musulmans. Le maire que vous avez défendu de Strasbourg a voulu verser 2,5 millions d'euros à la plus grande mosquée islamiste d'Europe, tenue par Mili Gorus. À l'heure où je vous parle, il y a quelques heures de cela, à Colombes. Pardon, excusez-moi. Non, vous me laissez finir, madame. Non, mais on a vu qu'elle ne répondait pas. Tout le monde a été témoin. C'est noté, c'est public, c'est officiel. Elle ne répond pas. Madame Tondelier, à l'heure où je vous parle, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça, l'inversion accusatoire est extraordinaire, alors que je n'ai jamais rien eu à me reprocher. Vous, en revanche, aujourd'hui, pas des propos extrêmement graves qui ont choqué la France entière, qui font que même Marine Le Pen s'est excusée. Madame Tondelier, aujourd'hui, ça y est, ça devient inécoutable. Le directeur. Donc, est-ce que vous souhaitez répondre sur ce qu'elle a dit? Mais attendez, est-ce que vous souhaitez répondre sur ce qu'elle a dit? Madame Maréchal Le Pen, sur la laïcité, je lui demande si elle souhaite répondre vous répondez, si vous voulez pas à ce qu'elle a dit. Sur la laïcité, il y a, pour les 120 ans de la laïcité, donc c'était l'anniversaire le 6 décembre, il y a une interview collective extrêmement intéressante qui est sortie dans le Parisien avec le grand rabbin de France, le recteur de la Grande Mosquée de Paris et le chef des évêques de France qui était candidat à la papauté. Et tous les trois présentent ce qu'ils pensent de la laïcité et aucun des trois ne pense comme vous. Donc, à un moment, je veux bien que ce soit moi le problème, mais prenez conscience du fait que votre récit de la laïcité n'existe pas. Vous dites que des femmes dans le monde se battent pour ne pas porter le voile. Mais je me bats avec elles pour qu'elles puissent, si elles ne veulent pas porter le voile, qu'elles ne le portent pas. Mais les femmes qui veulent porter le voile, les femmes qui veulent porter le voile par conviction religieuse doivent pouvoir le faire. Alors, s'il y a des femmes qui se sentent obligées de le porter par pression de leur entourage, il faut combattre cela. Et dans le sondage IFOP que vous citez, elles sont chiffrées à 2% des femmes qui portent le voile. C'est faux. Les autres disent qu'elle le porte, vous le dites vous-même, par pudeur, et peut-être que oui, c'est faux. C'est faux. Dans ce sondage, réponse de Marion Maréchal. Vous citez un sondage, dans ce sondage, tout en disant qu'il est faux. Réponse de Marion Maréchal. Et c'est très intéressant parce que c'est un chiffre que vous omettez. 42% des femmes qui portent le voile, 42%, non pas 2%, le portent pour des raisons de sécurité, madame.
42%. Non. Donc quand vous dites que c'est un simple sujet de liberté individuelle, ça n'est pas la réalité. La réalité aujourd'hui de beaucoup de ces femmes, jusqu'à 42% qui portent le voile, c'est par une crainte de pression communautaire. Il n'y a pas de véritable liberté. Quand vous dites ces jeunes filles... Madame Tondelier, excusez-moi, je ne peux pas en placer une. Tondelier, laissez-la terminer. Ne soyez pas très à l'aise, mais quand même. Quand vous me parlez de liberté individuelle, croyez-vous vraiment que les jeunes filles dont nous parlions tout à l'heure, de 10 et 11 ans, portent le voile de manière éclairée et libre? Comment vous pouvez affirmer cela? On n'est pas face à des adultes. Vous avez regardé un peu les accompagnants qui étaient avec elles, les hommes qui avaient... retourné à l'Assemblée nationale. Qui avaient... excusez-moi, c'est quand même moi ça m'importe en fait. Le fait que des jeunes filles soient voilées, je sais que vous y voyez pas une caractéristique. Vous parlez d'un sondage IFOP, Madame Tondelier. Et vous reparlez de deux jeunes filles à l'Assemblée nationale. Je vous fais la démonstration que l'argument de liberté individuelle que vous m'avancez, en réalité se confronte et se fracasse sur la réalité des faits. Et la réalité des faits, c'est que 42% des femmes aujourd'hui qui portent le voile dans notre pays le font pour des raisons de sécurité. Et qu'il y a donc dans de très nombreux quartiers une pression communautaire extrêmement forte. Et que des discours tels que le vôtre, en réalité, justifient finalement cela, accompagnent ça, ne protègent pas ces femmes. Donc ne me faites pas une accusation inversée, oui c'est ça, je cherchais le mot, merci de m'aider, une inversion accusatoire en m'expliquant qu'aujourd'hui c'est moi qui ne défends pas les femmes alors que vous défendez le voile Mondévillette, vous défendez le burkini d'ailleurs par ailleurs, et vous fréquentez que ce que vous avez fait est malsain. Et vous fréquentez dernière réponse sur ce point si vous le voulez de Marine Tondelier. On a compris votre argument. Dernière réponse Marine Tondelier sans être interrompue. J'ai pu interroger moi-même Maréchal sur une seule chose auquel elle n'a pas voulu répondre. J'aurais pu l'interroger sur le terrorisme d'extrême droite, sur plein de trucs. On en parlera une prochaine fois. Mais sur les chiffres que vous citez, on va les citer. Hein. Oui, parce que dans le sondage IFOP, il y a... Dans le sondage de l'IFOP, il y a 149 personnes qui sont concernées, des femmes concernées par le port du voile, sur un échantillon de 1000. Ça s'appelle des échantillons représentatifs. Parce qu'il fallait au moins 150 pour être représentatif, donc ils ont ajouté d'ailleurs dans ce sondage. Vous savez mieux que les 150 femmes musulmanes en question, du coup. Donc on le dit. Dans la laissez répondre Marine Tondelier. 33 femmes qui disent porter rarement le voile dans cet échantillon et 24 qui disent qu'elles l'enlèvent au travail. Vraiment, en termes de contraintes, on est servi. Et sur ces 149 femmes, oui, il y en a 2% qui indiquent porter le foulard sous des pressions des proches. C'est le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, qui est vrai. Mais il y en a 42% qui disent le faire pour se sentir en sécurité. Mais se sentir en sécurité, c'est peut-être aussi que dans cette société, être femme, ça n'est pas facile. Que j'ai entendu là récemment tout un débat sur des basic fit, des salles basic fit, hommes ou femmes. Mais c'est pas que pour des questions de religion, c'est pour des questions d'attitude des hommes envers les femmes dans ce pays. Quand j'entends parler des femmes dire qu'elles veulent des wagons que pour les femmes dans le métro, ce ne sont pas des musulmanes, ce ne sont pas que des musulmanes ou que des femmes qui portent le voile, ce sont aussi des femmes qui ne se sentent pas en sécurité dans ce pays en tant que femmes. Et ça existe parce que oui, il y a plus de 150 féminicides par an, qu'une femme est agressée sexuellement toutes les 3 heures dans ce pays. Et ça n'a rien à voir ni avec l'islam ni avec le voile. Je vais filer... Excusez-moi, non, excusez-moi, je réponds juste à ça. Je réponds juste à cela et on abordera le deuxième point. D'ailleurs, les deux sont liés. Mais moi, j'ai une question, puisque je file la réflexion de Madame Tondelier qui explique que si les femmes aujourd'hui se voilent dans l'espace public, c'est parce que finalement elles se sentent en sécurité, parce qu'il y aurait... J'imagine une société... Laissez-la parler. C'est très intéressant, madame. Mais vous l'avez dit, Marine Tondelier, on va pas le redire 15 fois. D'ailleurs, mon chiffre était juste. De qui Madame Le Pen, c'est un travail de chaque instant. Madame Tondelier, de qui les femmes qui se voilent se protègent-elles? Quel genre aujourd'hui d'agresseur ne va pas agresser une femme alors qu'il avait l'intention de le faire parce qu'elle est voilée, ou précisément renonce à l'agresser parce qu'elle porte le voile? Excusez-moi. Non, mais parce que si une femme se voile... Personne n'a jamais dit que le voile arrêtait l'agression. De fait, si, c'est exactement ce que vous avez dit. Non, pas du tout. Eh bien, vous êtes en train de conforter justement ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que les femmes se voilent parce que justement, elles ont peur aujourd'hui de la réponse d'hommes musulmans islamistes qui justement les traiteraient mal si elles ne portaient pas le voile, ou parce qu'elles sont musulmanes justement, n'osent pas les toucher parce qu'on ne touche pas une sœur. C'est exactement ce que vous venez de justifier à travers votre... dans ce débat. Mais madame, il n'y a pas de problème d'islamisme dans notre pays, madame. Les femmes qui ont un problème avec le regard des hommes sur elles, ça ne sont pas que des musulmanes et ce n'est pas que par des regards islamistes. Je ne sais pas ce qu'est un regard islamiste, mais je trouve que vous mélangez tout. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème avec l'islamisme aujourd'hui? L'islamisme, oui. Il y a un problème avec l'islamisme. L'islamisme, oui, mais l'islamisme n'est pas ce que vous dites, madame. Vous dites que l'islamisme, ce sont tous les musulmans. Il y en a de plus en plus. Et c'est faux. C'est pas ce que j'ai dit, madame. C'est complètement faux. Si depuis le début vous la répétez, on fera l'arbitrage vidéo, on pourra repasser toutes vos vidéos. Sans aucun problème. Vous dites le voile, c'est islamiste.
les hommes musulmans c'est islamiste, tout est islamiste avec vous. Je dis que c'est un des symptômes, en effet, et je comprends que vous ne soyez pas à l'aise. Et nous combattons l'islamisme partout. Et vous le combattez où, madame, quand vous asseyez aux côtés du rapport Médine lié aux frères musulmans? J'y reviens parce que vous n'y répondez pas. Ça vous dérange pas pour le coup? Je ne suis ni l'avocate ni la porte-parole de Médine, madame. Parce que moi, vous l'invitez, vous lui servez la soupe dans votre université d'été? Absolument pas. Moi, je l'ai regardé, votre débat, vous rigolez ou quoi? Je peux vous dire que vous lui apportez... Vous avez regardé un débat d'un islamiste? Non, j'ai regardé le débat, j'ai regardé ce que vous avez voulu lui raconter, parce que je me suis dit, madame Tondelier va quand même... Je pense qu'on va passer au sujet suivant. Vous voulez pas répondre non plus, ça fait une non-réponse chacun. Écoutez, c'est un acte que j'ai extraordinaire, madame Tondelier. En disant que j'étais ni son avocate ni sa porte-parole. Mais vous l'invitez à votre université d'été. En disant que quand nous allions au Havre, on nous avait conseillé de rencontrer 2 personnes au Havre, le maire Édouard Philippe, qui n'est pas non plus dans ma sensibilité politique, et le rappeur Médine. Oui, un islamiste. Je constate que le maire. Vous avez dit Édouard Philippe, un islamiste. On est bien. Édouard Philippe a très bon rapport avec. Si vous voulez aborder un deuxième thème, c'est lamentable comme argument. S'il vous plaît. Tous ceux qui ne vous ressemblent pas sont islamistes, c'est que tous les. Je considère que Médine est islamiste, madame Tondelier. S'il vous plaît, on a compris vos divergences. Si vous voulez aborder un deuxième thème, Marine Tondelier, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous voulez aborder un deuxième thème, c'est maintenant. Écoutez, le deuxième thème, il va relier celui qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire... Non, s'il vous plaît, Marine Tondelier. Excusez-moi, là, c'est la démonstration. Madame Tondelier, vous savez qu'en abordant ces sujets avec vous ce soir, je me fais quand même le porte-voix, je ne vous le fais pas découvrir quand même, de l'immense majorité des Français. Vous savez que 80% des Français aujourd'hui considèrent qu'il y a trop d'étrangers dans notre pays, 80% veulent réguler l'immigration, 80% s'inquiètent de la montée de l'islam radical dans notre pays. Donc ce n'est pas ma petite lubie personnelle, hein. Vous avez rendu compte quand même que c'est un sujet qui est central et qui inquiète à juste titre les Français puisqu'elle a des conséquences directes. Je vous ai écouté, je prends une autre de vos déclarations assez récentes qui disait que tous ceux qui aujourd'hui parlaient de submersion migratoire ou de grands remplacements étaient finalement comparables à ces fameux platistes, vous savez, les complotistes qui considèrent que la Terre est plate. Ce sont vos mots, hein, on est d'accord. Donc, moi, quand je vois aujourd'hui la réalité des chiffres, puisqu'une fois de plus, vous avez conforté ceux que je vous ai apportés, la réalité des chiffres statistiques, qui ne sont pas les miens, qui sont ceux de l'INSEE, qui sont ceux du ministère de l'Intérieur, c'est votre mauvaise interprétation. Qui démontrent de manière... incontestable, qu'il y a aujourd'hui... Incontestable, oui, incontestable. Vous répondrez, Marie. C'est sûr. Tolérez que je parle 2 minutes si ça ne vous dérange pas. Ça me dérange, mais je vais tolérer. Un lien, incontestable, oui, en effet, entre insécurité et immigration. Quelques chiffres qui sont absolument édifiants, une fois de plus, ceux du ministère de l'Intérieur. À Marseille, 55% des délinquants sont étrangers, 55%, hein. 48% à Paris, 62% des violences sexuelles des transports en Ile-de-France sont commis par des étrangers. Nous avons aujourd'hui 25% de détenus, vous le savez, de nationalité étrangère, pour seulement 8% de la population étrangère. C'est jusqu'à 60% dans la prison de Nice. Combien dites-vous ? Jusqu'à 60% dans la prison de Nice. À Nice, mais en général, c'est 25%. Moi, j'ai le chiffre de 23%, mais j'expliquerai d'où il vient. 23%, ça fait toujours plus en proportion par rapport à la population. Terminez sur le sujet, s'il vous plaît, elle vous répond. Et je vais au bout. Quand vous regardez ces chiffres, qui, en se cumulant, démontrent quand même quelque chose de structurel, est-ce que c'est pas vous qui ne serez pas un peu platiste, finalement, en voulant nier le lien entre insécurité et immigration? Bon. Premièrement, vous dites que les Français ont très très peur de l'immigration, comme tout à l'heure ils avaient très peur des musulmans. Oui, c'est les sondages, et vous y contribuez énormément. CSA, Opinion. Vous savez que Marie Maréchal, vous la laissez. Vous savez que en France, il y a à ma connaissance. Ah non mais non. Allez-y, Marine Tondelier. Souffrez que je vous réponde. Il y a en France 8% de musulmans. Est-ce que vous savez combien les Français pensent qu'il y a de musulmans en France? De plus de 18 ans. Les Français pensent qu'il y en a 31%, alors qu'il y en a 8%. Parce que vous en parlez tout le temps. Vous en parlez tellement qu'on a l'impression qu'il n'y a que des musulmans dans ce pays, que vous ne voyez que ça. Quand on voit avec 8% déjà... C'est pour vous montrer que la perception dans ce pays dépend de ce que vous en racontez, vous et vos chaînes admis, dont la ligne éditoriale est de vous donner raison, qui transforment la perception des gens et qui leur font croire autre chose que la réalité. Je ne vais pas répondre à toutes vos... Ah oui, Patrick Cohen, écoutez ces auditeurs, vous n'allez pas être déçus. Laissez-la répondre. Vous ne les écoutez pas. Vous êtes la première à protester quand elle vous interrompt et vous faites la même chose. Marine Tondelier. Elle prend une chose, elle fait l'inverse, comme dans son programme. Donc, une étude très intéressante faite par des universitaires démontre que lorsque les médias adoptent un traitement plus neutre sur l'origine nationale ou étrangère des auteurs présumés d'infraction, par exemple, les inquiétudes à l'égard d'immigration se réduisent. C'est-à-dire que le traitement médiatique et ce que vous racontez dans les médias joue énormément sur les choses. Que je vous ai donnés sont faux. Je vais vous répondre. Les immigrés ne sont pas plus enclins
à commettre des infractions que les personnes nées dans leur pays d'accueil. C'est un fait. Je continue de vous expliquer, je vous vois complètement ébahi, vous découvrez la réalité, ça vous surprend, mais ça va vous faire plaisir puisque ça vous inquiète. Donc si j'explique ce qui vous inquiète, ça va vous rassurer, ça va vous faire beaucoup de bien. En fait, vous prenez un sujet social, parce que la délinquance est un sujet social. Il n'y a pas de lien de causalité entre immigration et délinquance, mais il y a un lien de causalité entre précarité et délinquance. Et il ne vous échappera pas que les immigrés sont plus précaires que la moyenne. Dans la Creuse, on a les mêmes taux de délinquance que dans le 93, oui, bien sûr. Vous prenez un sujet social et vous en faites un problème ethnique. Parce que c'est votre programme, sûr, madame. Et que parce que c'est votre projet politique. Donc oui, il y a 23%... C'est très insultant pour les familles précaires qui expliquent que leurs enfants, aujourd'hui, peuvent être des délinquants parce qu'ils ne savent pas les éduquer. Et qui sont plus touchés par la délinquance que les autres. Leurs enfants sont plus exposés à la délinquance que les autres, vous le savez très bien. Dans la Creuse... Et en tant que victime, et en tant que coupable. S'il vous plaît. Et en tant que victime, et en tant que Pour Marine Tondelier, c'est donc une explication sociale. Non mais par exemple, qu'est-ce que vous répondez ? je finis. Il y a 23% de personnes en prison qui sont immigrées. Mais vous savez aussi que quand vous êtes en situation irrégulière, vous avez plus de chances d'aller en prison, d'être interpellé, par exemple, pour des délits de séjour irrégulier. Ça ne risque pas de vous arriver si vous n'êtes pas étranger. Donc ça explique aussi cela. Et je vous donne un chiffre qui est intéressant. Par exemple, 18% des homicides dans ce pays sont causés par des immigrés. Mais 19% des victimes d'homicides aussi sont immigrés. Donc ce que ça démontre, c'est que quand vous êtes immigré et donc précaire, vous êtes plus exposé à la criminalité et à la délinquance en tant que victime, en tant qu'auteur. Mais ça touche les deux. Et en tant que victime, je ne vous entends jamais. Parce que vous avez une vision unilatérale du monde et vous êtes dans un projet politique. Écoutez, vous me parliez de mes yeux ébahis. En effet, ce sont des yeux ébahis parce que je suis fascinée par un tel déni du réel. C'est-à-dire qu'on présente une réalité statistique et je vous l'explique qui démontre... Attendez. Qui démontre, non mais alors très bien, et je vous donnerai les chiffres du ministère de l'Intérieur si vous le souhaitez. Oui, et celui de l'INSEE est parfait. Il y a les chiffres et l'explication. Il y a une surreprésentation aujourd'hui dans toutes les catégories de crimes et délits des personnes de nationalité étrangère, c'est un fait, y compris dans des sujets qui nous tiennent d'ailleurs à cœur, qui est Marine celui Tondelier, vous n'allez pas faire la même chose que ce que vous avez dénoncé. Vous la laissez répondre. Bien ce qu'elle fait quand même. Non, vous la laissez répondre. Excusez-moi, elle donne... Parce que M. Pujadas voit très bien ce que vous faites. Vous la laissez répondre. Ça fera une démonstration. Non, mais Marine Tondelier, vous voulez qu'on arrête le débat ? Non. Alors vous la laissez répondre. Je vois ce qu'elle fait. Et donc, une surreprésentation dans toutes les catégories de crimes et délits, y compris dans des types de délits et de crimes qui nous tiennent d'ailleurs toutes les deux légitimement à cœur, qui est celui des violences intrafamiliales et notamment des viols conjugaux, où là encore, les étrangers sont 2,2 fois plus en proportion représentés que les Français. Donc indéniablement, il y a ce cas-là. Alors vous expliquez que c'est la question de la précarité. Je ne le crois pas. Je vous ai donné cet argument aujourd'hui de la Creuse qui m'apparaît assez représentatif, puisque vous savez que c'est aujourd'hui le département le plus pauvre de France et qu'à ce titre, on voit bien qu'il n'y a pas d'équivalent, bien sûr, en termes de réalité statistique sur la délinquance. Moi, je crois bien davantage qu'il y a aujourd'hui, du fait de l'arrivée de l'immigration de masse, l'importation de cultures extra-européennes qui sont, pour reprendre un terme qui vous est cher, plus patriarcales, voilà, qui n'ont pas forcément les mêmes codes que nous. Vous êtes féministe, qui n'ont pas les mêmes codes que nous, qui posent des difficultés aujourd'hui d'intégration et même évidemment d'assimilation, quand vous ne vous intégrez pas, parce que vous n'avez pas les codes du pays dans lequel vous rentrez, bien évidemment, vous pouvez tomber plus facilement dans la délinquance. Quand on parle, par exemple, j'imagine d'un sujet sur lequel vous êtes positionné, qui est celui de l'accueil des réfugiés afghans, j'imagine qu'au même titre que l'ensemble des demandes d'asile, vous êtes pour l'accueil illimité et sans sélection de tous ceux qui souhaitent rentrer en France. Les Afghans, par exemple, c'est assez significatif. Vous savez qu'ils sont 90% à vouloir l'application de la charia. Voilà. Et donc, quand vous importez de manière importante... Oui, il y a eu un sondage, en l'occurrence, c'était Eurostat qui avait fait ce sondage, qui, pour le coup, démontre que, en fait, quand vous importez de manière très importante, parce que les Afghans, sur les 10 dernières années, c'est pas moins de 100 000 personnes, sur un territoire, des gens qui ont des codes culturels complètement différents, vous comprenez bien que l'intégration, y compris le respect de la loi et des fondamentaux, finalement, culturels, est beaucoup plus difficile. Donc, je n'ai pas du tout la même lecture que vous, et je dois dire que je pense que les Français ne l'ont pas non plus, eu égard, évidemment... Dernière réponse, peut-être, sur ce point de Marine Tondelier, sur les codes culturels différents, c'est ce que dit Marion Maréchal. Dans l'étude que je vais offrir à Madame Mais vous donnez beaucoup de pouvoir à CNews et à moi-même, c'est intéressant. Ma table de cheveux. La table de chevet, vous pourrez la relire le soir en vous endormant, ça vous apprendra des choses. Il y a des expériences de terrain qui ont été faites. En Italie, par exemple, en 2017, ils ont proposé un certain nombre de titres de séjour, mais il n'y en avait pas, il y en avait pas pour tout le monde, donc c'était
premier arrivé, premier qui avait le titre de séjour, il y avait un en ligne. Donc il y a des gens qui sont arrivés en ligne, certains qui arrivaient 1 minute avant, qui déposaient leur dossier avaient le titre de séjour, ceux qui arrivent 1 minute après ne l'ont pas. Et il y a une étude qui a pu être faite sur des années, sur ces 2 cohortes, sur toutes choses égales par ailleurs, ceux qui avaient eu le titre des choses, ceux qui n'avaient pas eu. Eh bien, ce que démontre cette étude, c'est que le titre de séjour est l'acte fondamental qui fait que la délinquance des personnes baisse. Aux États-Unis, on a pu comparer, puisque vous savez que les États américains ont des politiques différentes, eh bien, il y a quelques années, dans les années 80, il y a une grande vague de régulation et qui a concerné certains États et pas d'autres. Eh bien, on a pu objectivement constater que si vous voulez faire baisser le taux de délinquance, voilà, il faut donner des titres de séjour parce que ça sort de la précarité, ce qui démontre ce que je venais de dire. Et je continue parce qu'en fait, vous savez, il y a un moment, votre parti, il y a une époque où il disait « la France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Maintenant, c'est qu'ils s'en aillent tous. Donc c'est-à-dire que vous, c'est même plus tu l'aimes pas, c'est tu pars. Bon, vous il se trouve que nous, il se trouve que nous, cette France, on l'aime, donc nous, on va rester, vous ferez ce que vous voulez. Mais pourquoi c'est important que ces personnes restent avec nous? C'est que 60%, vous pourrez aller en Russie chez votre copain, j'ai vu que vous y alliez souvent, peut-être que vous aurez envie de vous, au Qatar et en Arabie Saoudite. Et donc, j'y suis jamais allée, vous, la Russie, vous êtes allé en 2012, 2015, 2016, 2019, vous avez un abonnement. Je vois pas le sujet. Donc, sur les personnes immigrées en France, et savez-vous que 60% des aides à domicile en Ile-de-France. Il y a des tunnels. Vous allez répondre. Savez-vous que 38,8% des employés de maison sont immigrés? Savez-vous que 28,4% des employés de gardiennage et de sécu sont immigrés? 22% des cuisiniers, 24% des ouvriers non qualifiés du bâtiment et 18% des médecins hospitaliers. Et donc, ce que je la démonstration d'ailleurs, madame, c'est que même le MEDEF dit, qui est dans la MEDEF qui n'est pas gauchiste, dit qu'en 2050, il faudra 3,6 millions de travailleurs étrangers. Et vous leur répondez qu'ils s'en aillent tous. Eh bien, vous êtes inhumaine, antisociale et vous êtes contre l'économie. Parfait. Je Marion maintenant que vous avez balancé toutes vos caricatures et vos non, c'est des chiffres. Vous n'aimez pas les chiffres? Non, mais bon, déjà, plusieurs choses. Laissez-la répondre. Plusieurs choses. Non, mais laissez-la répondre. Déjà, c'est très intéressant parce que quand vous nous expliquez toute la journée que, en l'occurrence, sur les métiers dits en tension, il n'y a pas d'autre choix que de faire venir de l'immigration. Vous rappelez d'ailleurs, il y a très juste titre, et je vous en remercie, que l'immense majorité aujourd'hui des gens qui pratiquent ces métiers en tension et difficiles, ce sont des Français. Première chose. Deuxième chose, bon, je suis votre raisonnement et je file votre raisonnement. Vous me dites, je ne participe pas du tout à votre raisonnement, mais en gros, c'est pas tant l'origine culturelle ou le défaut d'intégration qui crée une surreprésentation des immigrés dans la délinquance, c'est les conditions sociales. Mais j'ai envie d'ailleurs, dans ce cas-là, d'aller au bout de votre raisonnement, parce que j'ai envie de dire, quelle que soit la raison, si la conséquence à la fin, c'est qu'à 48% à Paris, la délinquance est étrangère et 55% à Marseille, dans tous les cas, pardonnez-moi, ça justifie d'arrêter l'immigration parce que c'est la démonstration qu'il y a un déficit d'intégration économique. De l'arrêter complètement? Et là, de l'arrêter complètement. Évidemment de la raisonner, puisqu'il s'agit pas, s'il s'agit d'accueillir des personnes qui subviennent à leurs besoins et qui sont, par exemple, des médecins, c'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui que l'immigration telle qu'on l'accueille aujourd'hui. Et là, je vais rentrer un peu pour aller au bout de vos chiffres que vous signifiez, parce que ce que vous dites à travers ça, c'est que finalement, l'immigration serait indispensable aujourd'hui au bon fonctionnement de notre économie. Sauf que là encore, une fois de plus, les chiffres sont absolument implacables. Quand on rentre là encore sur les chiffres de l'INSEE et de l'Eurostat, quelques-uns qui vont peut-être vous parler, sachez qu'en moyenne, les immigrés perçoivent 2 fois plus de prestations sociales que les personnes sans ascendance migratoire. Premièrement. Deuxièmement, 57% des immigrés extra-européens récents en âge de travailler sont sans emploi. 57%, contre 30% en l'occurrence des Français. Si je devais prendre, par exemple, mais j'ai envie de vous dire, madame, à la fin, c'est les Français qui payent en fait. Quand vous nous expliquez aujourd'hui que l'immigration participe au financement des comptes sociaux, c'est faux. Pour vous prendre une seule, par exemple, nationalité, qui est celle des Algériens, qui sont les plus nombreux aujourd'hui dans notre pays, 49% des immigrés algériens occupent aujourd'hui un logement social. Je pense que M. Retailleau n'en avait pas encore parlé. Donc ça va leur faire très plaisir. 49% des immigrés algériens occupent un logement social contre 11% des Français. Donc la conclusion de cela, si vous voulez, c'est qu'en faisant croire que c'est l'immigration qui va aujourd'hui sauver notre système social et nos comptes publics, alors même que lorsque l'on fait cette politique d'immigration, que vous voulez d'ailleurs encore aggraver, on se rend compte qu'en fait on vient grossir le rang des inactifs et des personnes qui vivent finalement des prestations sociales, on aboutit à ce que l'OCDE, on est d'accord que l'OCDE c'est pas un organisme d'extrême droite, explique qu'aujourd'hui le coût net de l'immigration chaque année en France, c'est entre 35 et 40 milliards d'euros. Donc pour toutes ces raisons aujourd'hui, je ne comprends pas, au regard des chiffres sur lesquels on ne peut pas contester la question de la sécurité, quelles que soient les raisons, et in fine, le coût que représente l'immigration dans notre pays, qu'on puisse continuer à dire oui, accueillons l'ensemble des personnes qui souhaitent rentrer sur le territoire français, alors que nous avons déjà largement dépassé. Vous avez entamé ce débat, Marion Maréchal, c'est Marine Tondelier qui va logiquement le clore, avec votre dernière réponse. Écoutez, je vais quand même préciser aux gens qui nous regardent qu'il y a aujourd'hui
11,3% de la population française qui est immigrée et que c'est bien en dessous de la moyenne de l'OCDE qui est à 13,5%. Parce qu'on a distribué la nationalité à tout va aussi. Sur les immigrants illégaux en France en 2024, il y en a 239 000, soit 0,05% de la population. Et que oui, quand on me dit que les immigrés viennent profiter des aides sociales, j'ai du mal parce que je sais bien que des travailleurs sans papier sont exclus de toute prestation sociale, même lorsqu'ils travaillent, même ils peuvent avoir un employeur, ils peuvent cotiser, payer des impôts comme tout le monde et ne pas pouvoir bénéficier des prestations que leurs collègues de travail, eux, peuvent avoir. Donc voilà, vous nous avez fait une belle démonstration de ce que vous savez faire de mieux, prendre des chiffres, extrapoler, stigmatiser, et dire le réel, le trouble, dire le réel face à votre aveuglement, madame. Donc je vous le redis. Nous, on va rester et vous ferez ce que vous voulez. Mais je voulais quand même dénoncer quelque chose qui m'interpelle énormément. C'est que dans un moment où on a commencé l'émission par là, on va la terminer par là. On est entre Trump et Poutine, pris en étau. Et c'est un moment de vérité pour l'Europe, pour notre souveraineté, pour nos démocraties. Parce que Trump et Poutine ont un projet politique très clair. Venant d'un parti qui visait militariser la France pendant des années, c'est intéressant. Et vous, madame, vous êtes la 5e colonne. Vous, Jordan Bardella, vous introduisez un nouveau thème, là. Ah non, j'ai commencé par là. Toujours des insultes. Vous êtes la 5e colonne et vous êtes les ennemis de l'intérieur de la France et de l'Europe qui voulez la déstabiliser au service de qui vous voulez, puisque votre expat... Alors moi, je ne sais même pas dans quel parti vous êtes, parce que vous changez à chaque élection, donc je verrai auquel vous êtes la prochaine fois. Mais votre ex-patron, M. Zemmour, est allé ventre à terre, s'il vous plaît, voir l'introduction de M. Trump, que vous vous êtes allé plusieurs fois voir M. Poutine et que vos éléments sur le conflit en Ukraine, ce sont les éléments de l'ambassade de Russie et du Kremlin. Et donc j'ai un vrai problème avec ce que vous avez comme projet politique de faire exploser la France et l'Europe de l'intérieur. Aujourd'hui, il faut quand même que vos téléspectateurs sachent qu'il y a des entreprises politiques de déstabilisation de la Russie sur le territoire français, avec des hackings de nos hôpitaux, des services numériques, avec des mains rouges sur le mémorial de la Shoah ou des têtes de cochon devant une mosquée. On sait que c'est la Russie qui organise ces moments de déstabilisation sur le territoire national. On est convoqué en tant que chef de parti à l'Élysée pour en discuter avec les renseignements qui nous disent que la Russie veut déstabiliser ce scrutin présidentiel et le scrutin municipal. Et les États-Unis aussi, avec votre ami Musk qui a racheté Twitter pour ingérer aussi l'opinion. Ce que je veux juste conclure, c'est pas possible. Je ferai de me laisser conclure. Non, mais c'est pas une conclusion, c'est une tirade. Ce que je conclus, c'est que ces puissances qui veulent déstabiliser les élections, c'est pas par principe de déstabiliser, c'est au service d'une cause et c'est pour des partis politiques bien précis, dont le vôtre. Dont le vôtre. Et donc je veux que les Français sachent que celles et ceux qui veulent que vous gagniez, ce sont nos ennemis de l'Europe et de la France, Vladimir Poutine et Donald Trump. Et ça mais en 15 secondes, outrance, caricature, puisque c'est une mensonge. mise en cause. 15 secondes. Voilà. C'est quand on n'a pas grand-chose à dire sur le fond, on tombe évidemment dans les outrances et les caricatures. Mais qu'importe, j'ai envie de dire que je trouve ça savoureux que vous parliez aujourd'hui des menaces extérieures, alors que vous appartenez à un mouvement, Madame Tondelier, qui pendant des années a plaidé pour la démilitarisation de la France, la baisse des budgets de défense, qui a voulu même remettre en cause. Ah ben vous avez changé aujourd'hui, vous vous êtes réveillé très tardivement, en effet, qui voulait même remettre en cause, figurez-vous, pensez que vous allez battre Trump et Poutine avec l'armée française. On a dit on lui laisse dire un mot, puisque vous l'avez mise en cause. Non, mais elle a passé l'intégralité du débat à faire ça, c'est-à-dire couvrir ma voix, vous n'êtes pas à l'aise. Vous aussi, Marion. Et donc à dire, excusez-moi, que vous étiez même pour la fin de la possibilité d'avoir la bombe nucléaire en France, puisqu'à une époque, vous militiez même pour la fin du nucléaire civil et la fin du nucléaire militaire. Donc je trouve ça quand même extrêmement savoureux. On n'a jamais eu de réponse, ni sur votre leçon. Mais je vais pas écoutez, vous allez continuer hors antenne, mais là, on va s'arrêter. Et je vous offre quand même cette Non, s'il vous plaît. On va s'arrêter parce que là, on ne comprend plus rien. On va vous remercier, Marion Maréchal, d'être venue débattre. On va remercier nos Français qui sont venus parfois de loin. Un grand merci. Et c'était des débats franchement très intéressants, de bonne tenue et qui ont permis souvent de clarifier votre position. Marine Tondelier, c'est vous. Qui était déjà très claire, mais qui l'est encore plus. Il y avait certaines zones d'ombre que visiblement il tenait à éclaircir. Donc merci à vous pour cette grande confrontation. Et puis merci à tous ceux qui l'ont fait, à Denis Boisseau à la réalisation, à Particule, à Myriam Alma à la production et Marina Pruzès à la programmation, à LCI et à Jocelyn Huchet à la rédaction en chef et Nora Lemerdier à l'édition et Guillaume Debré qui a coordonné tout cela.